Vous savez bien maintenant, hein, la bande de Gaza est en proie aux raids aériens de l'armée israélienne depuis le 7 octobre dernier. Le bilan de cette offensive militaire est un désastre humanitaire qui suscite une indignation à l'échelle internationale. On dénombre plus de 30 000 morts et 2,2 millions de Gazaouis menacés d'une famine organisée par les soldats de Tsahal. Un génocide contre lequel la Cour internationale de justice a mis en garde est en cours. Près de 200 ressortissants français ont été rapatriés dans l'enclave, mais leur calvaire ne semble pas s'arrêter pour autant. Repas périmés, logements insalubres, la prise en charge de ces rapatriés par l'État français est catastrophique, déplorable. C'est le constat dressé par Maria Haït Ourian et Noman Kadoré dans un reportage remarquable. Merci encore à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous avez donc réalisé un reportage sur cette prise en charge des ressortissants français rapatriés de Gaza. À ma connaissance, c'est le seul sur le sujet. Comment vous expliquez que ce drame, que cette prise en charge déplorable n'intéresse pas ou peu les médias français? Grande question, en vrai. Il y a eu du coup, comme vous l'avez rappelé, près de 200 ressortissants français qui sont arrivés depuis novembre. Il y en a quelques il y a quelques il y a eu quelques articles qui ont été faits sur quelques familles, mais pas sur leur prise en charge, en réalité, globale, depuis leur arrivée. Je sais pas vraiment comment expliquer ce désintérêt, pour ces familles-là. Je sais pas si c'est un manque, d'intérêt ou, ouais, je saurais pas vraiment l'expliquer, je sais pas Noman, si. tu as peut-être une Je idée? crois qu'en fait, au-delà du manque d'intérêt, sur ces 200 familles qui sont rentrées, il y a malheureusement dans les médias français un manque d'intérêt global sur la situation de ce qui se passe à Gaza. On voit qu'il y a une non-considération du travail des journalistes sur place. Comment se fait-il que les médias français refusent pour la plupart de diffuser les images, de nos consoeurs et de nos confrères qui meurent littéralement sur place à Gaza? Comment se fait-il que, en un mois, pendant le mois de février, sur tous les JT de France 2, il y a eu que 5 minutes, allouées au quotidien des habitantes et des habitants de Gaza? Donc pour moi, le problème, il est plus vaste et c'est vrai que c'était important, pour nous de documenter ces arrivées-là qui se sont faites de manière très discrète. Mmh. On va revenir, j'imagine, dessus, sur la manière dont, ces familles sont arrivées, ces enfants sont arrivés, sans accueil, officiel, sans prise en charge et on va, Oui. j'imagine, dérouler. Justement, même avant de parler de la prise en charge déplorable de l'État français, ça a déjà été très compliqué pour eux de pouvoir être expatriés ici en France. En fait, vous avez peut-être des témoignages dans ce sens. Comment expliquer, on le rappelle, ce sont des Français, la difficulté avec laquelle ils ont pu obtenir un retour vers leur pays. Comment ils le vivent? Qu'est-ce qu'ils en disent de tout ça? Ils le vivent très mal, Mmh. évidemment, parce que, en fait, du coup, c'est des ressortissants français, pour la plupart des franco-palestiniens, mais aussi des, employés de l'Institut, français, de Gaza. Donc c'est des personnes qui auraient pu être rapatriées dès le début, en fait, à leur demande. Il y a 2 choses. Il y a une première chose, c'est que ces familles-là, pour la plupart, nous disent, qu'elles étaient un peu dans le déni aussi. Elles se sont dit: «Non, on va pas quitter Gaza», parce que pour la plupart, c'est leur pays et ils refusent de quitter, leur pays et ils ne se sont jamais imaginés jusqu'au dernier moment, que les bombardements allaient être aussi intensifs. Donc il y a ce point-là et ensuite, comment ça fonctionne, en fait, les rapatriements, c'est que la France dresse des listes, des personnes qu'elle souhaite, rapatrier, sur le territoire et en fait, ces listes sont, ces listes sont, envoyées aux autorités locales, donc égyptiennes, et israéliennes et en réalité, Israël approuve ou non, l'envoi de ces personnes, enfin le rapatriement de ces personnes-là. D'accord, donc c'est selon le pouvoir arbitraire d'Israël. Oui, en fait, ils disent aux autorités locales, mais c'est Israël en vérité qui laisse passer ou non, à la frontière. Et donc en fait, il y a cette double difficulté-là. Et c'est pour ça que certaines familles ont été rapatriées là, il y a pas très longtemps, Mmh. en Et à votre France. connaissance, il y a encore des Français qui attendent le rapatriement, Noman? Il y a encore des Français qui attendent. On a un exemple, extrêmement dur d'une famille sur lequel il y avait, un jeune de 20 ans qui était, pas encore sur la liste et donc les autorités ont conseillé à la famille d'attendre que toute la famille soit sur la liste pour pouvoir passer et le jeune a finalement pu être mis sur la liste. Donc une partie de la famille est passée de l'autre côté de Rafah, donc du côté égyptien et au moment où la famille est passée, les autorités israéliennes ont décidé de bloquer, ce jeune qu'ils ont, littéralement physiquement renvoyé de l'autre côté de Rafah.
Donc voilà, il y a des situations comme ça qui perdurent. Au-delà de la situation uniquement des Françaises et des Français, on a aussi les compagnons, les compagnes, les proches et les parents de beaucoup de jeunes. Encore tout à l'heure, j'étais avec un jeune qui est installé maintenant en France depuis plusieurs années et il m'expliquait qu'il est en train de bagarrer aussi pour que ses parents puissent rentrer. Ses parents sont pas français, ses parents sont gazaouis, mais lui, il est ancré ici, il habite ici, il travaille ici. Et donc ça, si on étend tous ces cas-là, il y a énormément de personnes qui devraient et qu'on espère pourront passer rapidement. Donc aujourd'hui, oui, pardon, Maria. Non, j'allais juste rajouter aussi sur la difficulté de ces rapatriements que il y a une difficulté aussi pour des familles où, je sais pas, l'un des deux parents va être employé de l'Institut français, par exemple, et sur ces listes-là, ils vont évidemment mettre toute la famille, donc les enfants qui sont souvent mineurs, et en fait, du coup, les autorités locales, comme ils disent, vont approuver le rapatriement des parents, mais pas des enfants, d'une partie des enfants et une partie des parents, enfin, et du coup, les familles, évidemment, refusent de partir sans leurs enfants ou sans leurs compagnons, et ça retarde aussi les rapatriements. Alors, vous parlez d'une prise en charge déplorable de ces 200 Français qui ont été rapatriés. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quoi elle est catastrophique? On peut raconter depuis le début, en fait. C'est que on a assisté aux premières arrivées à l'aéroport d'Orly. Et en fait, les familles étaient donc sur des vols réguliers du Caire à Orly. Et du moment où ils sont descendus de l'avion jusqu'au moment où on les a retrouvés à la sortie de l'aéroport. Donc quand je dis nous, c'est quelques journalistes, quelques élus et des militantes et des militants pour la cause palestinienne qui étaient là pour leur assurer un comité d'accueil. Ils ont vu aucun médecin. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un médecin généraliste qui était là à un moment donné du périple pour ne serait-ce que prendre la tension des familles. Juste ça, déjà. Ils ont vu aucun médecin. On a des familles qui nous racontent aujourd'hui qu'elles sortent à peine des difficultés dentaires, par exemple, pour un enfant qui a vécu donc plusieurs semaines dans ce génocide, qui arrive en France. Et c'est aux familles de prendre rendez-vous chez le médecin, d'aller chez le médecin, de faire toutes ces démarches-là. Ça paraît aberrant, en fait, de se dire qu'après un tel périple, parce que quand ils arrivent donc à Rafah, qui sont sur la liste, qui passent de l'autre côté, qui vont en Égypte, c'est déjà des semaines de périple très difficiles pour arriver jusque-là. C'est des journées sans manger, des journées sans boire, des nuits à dormir chez des gens qu'on connaît pas. Et c'est un chemin qui est extrêmement difficile pour traverser déjà Gaza. Donc, aucune prise en charge par un Aucune prise en médecin, charge déjà le premier jour de l'arrivée en France. Aucune prise en charge non plus psychologique, puisque Encore c'est moins. des gens qui sont en détresse, qui viennent de vivre la guerre, et ils sont livrés à eux-mêmes quand ils arrivent sur le territoire français. Ouais, exactement. Il y a aucune. Là, à ce jour, les familles, la plupart ne sont pas suivies psychologiquement. Les enfants ne sont pas suivis psychologiquement. Ils sont encore évidemment traumatisés par ce qui se passe. Là, les bombardements ne sont pas terminés. La situation est de plus en plus catastrophique jour après jour. Et en fait, ils continuent à avoir des nouvelles de leurs proches, des nouvelles de leur pays, de leur ville. Et en fait, ils restent traumatisés et il y a aucun suivi particulier, quoi. Vous parlez de repas périmés, de logements insalubres. Qui fournit des repas périmés à ces rapatriés? Alors en fait, ces ressortissants-là, ces rapatriés, sont pris en charge par une association qui est mandatée par l'État, France Horizon. Et en fait, cette association-là, du coup, les prend en charge à l'arrivée à l'aéroport, les met dans un hôtel en attendant d'être envoyés soit dans des centres d'hébergement pour les demandeurs d'asile, soit dans d'autres types d'hébergements. Et en fait, ces repas-là dont on parle dans l'article, c'est des repas du coup qui sont à destination des rapatriés. Et en fait, il s'avère que il y a eu des repas périmés, et notamment là en février, des repas moisis en fait, moisis, gonflés. Qu'est-ce qui explique le fait qu'on fournisse des denrées périmées comme ça à ces rapatriés? C'est à quoi? Un manque de moyens qui sont alloués à l'association France Horizon? Pardon, vas-y. Non, mais j'allais dire concrètement, eux, ce qu'ils nous expliquent, c'est que donc ils émettent plusieurs hypothèses, que les repas n'auraient pas été pour les rapatriés, ou que il y a eu une confusion sur la date de péremption, ou qu'on aurait laissé les repas trop à l'air ambiante, etc. Et en fait, je pense qu'ils sont aussi eux-mêmes dépassés, et je pense aussi, ils nous l'ont pas dit, mais je pense que c'est un manque de moyens, et donc un manque de moyens de l'État à ces associations-là et à cette association, en particulier. Noman, En fait, on veut bien entendre que l'association
elle est des difficultés financières. Quand on récupère comme ça des rescapés du génocide, qu'on doit gérer financièrement, de louer un car, de les amener dans un hôtel pour les loger, tout ça, ça a un coût qui est assez grand. Donc on veut bien entendre l'argument que l'association, elle a pas ce budget-là. Mais si l'association n'a pas le budget, c'est qu'il y a véritablement un manque de volonté politique de subventionner cette association. C'est-à-dire que si l'État dit c'est cette association-là qui va s'en occuper, eh ben il faut que l'État mette les moyens Et l'État a pour les s'en moyens de le occuper, faire. et l'État a les moyens de le faire. Et on voit bien, sans faire de compétition victimaire entre les différents rapatriés ou rescapés de guerre, on voit bien les efforts qui ont été mis, et on salue les efforts qui ont été mis pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens, et tant mieux, et on se réjouit que la France soit capable d'accueillir des gens dans ces conditions-là. Mais comment se fait-il que ce soit pas la même chose pour les rescapés du génocide de Gaza? Comment se fait-il que ce soit pas la même chose pour l'ensemble de toutes celles et ceux qui traversent le monde pour venir trouver refuge en France? Et ce deux poids deux mesures là, il est écœurant. Toutes les familles nous en parlent parce qu'elles s'en rendent compte, elles le voient. Et c'est difficile. On a en face de nous des gens qui sont françaises et français, qui ont fait le choix à un moment donné d'aller habiter à Gaza, mais ils sont d'ici et ils sont moins bien reçus que les autres. Et c'est pas juste en fait. Ils n'ont jamais été reçus par des officiels. Jamais. Est-ce qu'ils le demandent? Est-ce qu'ils ont des attentes particulières vis-à-vis des pouvoirs publics? Il y a, je pense qu'ils sont, c'est particulier en fait. Ils ont un sentiment assez particulier, c'est qu'ils sont reconnaissants. Ils tiennent à le dire à chaque fois avant d'expliquer leurs conditions d'accueil. C'est qu'ils sont reconnaissants parce qu'ils ont vécu aussi l'horreur là-bas à Gaza. Mais en même temps, ils s'attendaient à mieux, évidemment. Ils s'attendaient à être mieux reçus par la France parce ils sont français. D'autres ont travaillé pour la France et travaillent toujours pour la France parce que leur statut de salarié ne s'est pas arrêté au bombardement. Donc oui, je pense qu'il y a de la déception et en même temps, c'est pas des gens qui vont se plaindre directement. Et donc, c'est assez mitigé. C'est pour ça que ça a été compliqué aussi de recueillir leurs témoignages parce qu'ils voulaient bien nous raconter leurs conditions d'accueil, etc. Mais tout en craignant ne pas se montrer assez reconnaissants. Et je pense que pour eux aussi, ça doit être particulier de parler de Ouais, c'était une question que je voulais justement vous poser aussi. Comment vous avez réussi à créer en fait cette relation et même entrer en contact avec ces 200 expatriés, parce qu'effectivement ils ont regagné le territoire français dans la plus grande des discrétions. On ne sait pas vraiment où ils sont. Comment ça a été compliqué de réaliser ce reportage? Un peu, oui, parce que compliqué. En fait, c'est assez compliqué déjà d'aller demander à des rapatriés, parce qu'on sait toute l'horreur qu'ils ont vue et on le voit sur leur visage et on le comprend, d'aller leur demander de nous raconter pour un papier et servir aussi nos intérêts. Donc on les a suivis depuis novembre, on a été patients, on a essayé d'établir une relation de confiance et c'est comme ça qu'on a pu recueillir leurs témoignages. Noman, tes photos reporter, tu as couvert le terrain, tu nous as raconté cette misère. Est-ce qu'elle, pour toi, elle est différente dans ce cas-là? Comment tu as vécu, toi, cette expérience, toi qui viens capter les émotions, les souffrances, les difficultés des uns et des autres? C'est toujours difficile, en fait, de prendre ces images-là sans prendre une partie de l'histoire des gens, ou en tout cas sans voler quelque chose aux gens. Et moi, par exemple, sur le travail que j'ai fait à l'aéroport, quand les familles sont arrivées, j'ai diffusé quelques photos sur les réseaux. J'ai fait en sorte d'essayer, en tout cas, à mon niveau, qu'on comprenne l'émotion et l'importance de ces moments qui sont historiques, sans voler la dignité des gens. Et par exemple, très concrètement, à l'aéroport, les policiers m'ont interdit de faire des images en me disant que j'avais pas d'autorisation. Et je me suis opposé à ça en leur expliquant que c'était un moment qui était si fort dans l'histoire de notre pays qu'il fallait absolument que ces images existent. Et donc, j'ai essayé de trouver cette place entre faire ces photos tout en laissant ce moment-là aux familles, parce que c'est des retrouvailles qui sont hyper fortes. Moi, je suis arrivé à l'aéroport avec des personnes qui attendaient leur père, par exemple. Et quand je discute avec eux et que je sais qu'ils vont retrouver leur père, je peux pas être trop intrusif, je peux pas être présent comme si on discutait de quelque chose de très léger. Et donc, il fallait trouver cette justesse-là, cet équilibre-là. Et c'est pour ça qu'on a choisi de sortir un papier en 4 mois. Et voilà, pour nous, c'était important en fait d'avoir cette confiance, de prendre ce temps
Et je pense que le temps long, il nous a permis que des gens nous racontent des choses extrêmement dures et nous livrent une vraie confiance. Mmh. Et on a eu des moments, pour faire ce papier, des moments qui étaient assez intenses avec les familles, avec les enfants aussi. Et voilà, on est malheureusement assez fiers de ce papier, je pense, parce qu'il reflète notre manière de travailler Il est et exceptionnel dans qui son déçoit genre, pas en les gens. effet. Merci beaucoup. Oui. Et toi, Maria, quel est peut-être le récit qui t'a le plus marqué? Le témoignage? Il y en a eu plusieurs. Celui qui m'a le plus marqué, je pense que c'est l'histoire de Sonia, qui du coup est une jeune enseignante de 28 ans, qui a 3 enfants et qui en fait est franco-palestinienne, donc qui est retournée vivre à Gaza, et qui malheureusement a laissé son mari en quittant Gaza parce qu'il n'a pas réussi à quitter le territoire. Et en fait, quand elle est arrivée en France, comme elle avait de la famille déjà à Paris, je crois, eh bien, elle a été abandonnée. En fait, elle n'a pas du tout été suivie par l'association mandatée comme les autres. Et en fait, on l'a rencontrée avec Noman et avec ses enfants. Et en fait, ça a été pour moi marquant parce que tout, en fait, est terrible dans son histoire. Le fait qu'elle a laissé, comme elle le dit, l'amour de sa vie à Gaza. Elle a pas de nouvelles de lui, ou elle a des nouvelles toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et donc elle suit l'actualité tous les jours. Oui. En fait, ils fuient la guerre, mais ils sont encore dans la guerre. Exactement, exactement. Ses enfants sont encore marqués. Elle nous racontait que son enfant de 2 ans, qu'on a aussi rencontré, a des réactions assez terribles quand il voit un avion passer. Ils sont encore sous le choc et en fait, ouais, cette famille-là m'a marquée. Mais ils m'ont tous marquée en vérité. Et Noman, Maria, vous savez comment on peut les aider? Puisque visiblement la prise en charge n'est pas à la hauteur. Est-ce qu'il y a peut-être des moyens de les soutenir pour essayer de retrouver une vie, on va dire, normale? C'est compliqué, hein, vu qu'on est, je dis on est en guerre, puisque la France fournit des armes à Israël, donc on fait partie de ce conflit, de cette horreur. Comment on peut les aider? Du coup, face à ces manquements en fait de l'association et de l'État, il y a énormément de militants de plusieurs assos et des bénévoles qui sont venus pallier à ce manque-là. Et donc je pense pour les aider, peut-être, et je sais pas si tu vas me rejoindre là-dessus, mais peut-être oui, c'est vers ces associations-là et ces groupes de personnes donc pro-palestiniennes qui avec des dons de personnes lambda essayent de pallier ce manque-là. Tu as des noms peut-être? Il y a Urgence Palestine, il y a Europalestine, je sais pas si... En fait, on a aujourd'hui en France, depuis le début du génocide, un collectif qui s'est créé, qui est porté par des Palestiniens, des Palestiniens, et pour nous, c'est hyper important. C'est Urgence Palestine, qui donc centralise en fait cette lutte-là, qui organise les mobilisations à travers la France. Et c'est Urgence Palestine qui aujourd'hui est en capacité de rassembler les familles, de faire ce suivi-là, parce qu'elles sont précisément Palestiniennes et Palestiniens de France. Et c'est important, je pense, que la parole et que la mobilisation de cette lutte et de cette forme de résistance soit précisément portée par les premières et les premiers concernés. On en parle dans le papier, et nous, voilà, c'est pas un secret. Moi, je m'active aussi en photographie pour Urgence Palestine. Je sais que vous les recevez des fois ici, et on vous remercie de le faire parce que cette parole, elle est plus qu'importante. Donc, et tu portes d'ailleurs un symbole de cette résistance, exactement. Petite pastèque. Exactement. Alors ça, c'est un jeune créateur qui est justement originaire de Gaza. Sa famille est encore à Gaza. Il essaye de rapatrier sa famille. Et quand il a su que je faisais l'émission, il est venu m'offrir ce sweat. On s'est retrouvés tout à l'heure, précisément pour justement porter aussi ce message. Ça s'appelle Noun sur les réseaux sociaux. Et voilà, l'idée, c'est pour aider ces familles et pour aider Gaza par tous les moyens nécessaires. Ça passe évidemment par des dons financiers, mais ça passe aussi par une mobilisation de terrain et par un soutien réel et concret à toutes les initiatives portées par des Palestiniennes et des Palestiniens. Merci beaucoup, Nouman Kadoré. Merci beaucoup, Maria Haït. Ouriane, on vous invite vraiment à aller explorer ce reportage qui a été réalisé donc par vous deux sur la prise en charge déplorable de l'État français, donc des 200 Français qui viennent de Gaza et donc qui ont regagné le territoire
français. Merci donc d'avoir porté ce témoignage ici sur ce plateau.